le podcast. Humain Demain. C'est un peu un épisode spécial puisque on est les trois animateurs du podcast Humain Demain qui font une petite. On est un peu comme chez nous là. On va dire qu'on est les trois inquiets par rapport à certaines trajectoires de développement technologique, en particulier l'intelligence artificielle, surtout l'intelligence artificielle. Et donc, on s'est dit pourquoi pas faire une session ensemble. Et puis Shaiman, du coup, t'avais jamais été interviewé en tant qu'invité, et vu que tu fais beaucoup de travail sur les sujets de futurisme évidemment, mais aussi avec l'association française transhumaniste, et puis tu es aussi pas mal lié à tout ce qui est sécurité de l'IA dans la sphère francophone. Du coup, tu sembles être à la croisée de plein de diagrammes de Venn. Je sais pas si ça se dit ça en français, mais Venn diagram en anglais. Alors, la première question, c'est une question assez simple, mais c'est juste si tu pouvais te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, et évidemment nous dire tout ce que tu fais. Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Shaiman, je suis vidéaste et podcasteur sur les enjeux de l'intelligence artificielle. Donc, j'ai une chaîne YouTube, Le Futurologue, sur laquelle je fais des vidéos de vulgarisation sur le sujet. Et puis un podcast, le Futurologue Podcast, dans lequel j'interviewe toutes les 2 semaines des experts et des expertes du domaine. Grosso modo, mon but à travers tout ça, c'est de faire prendre conscience aux gens de la trajectoire finalement dans laquelle on est embarqué, bien malgré nous. Actuellement, il y a quelques milliers d'individus, principalement dans la Silicon Valley, qui sont en train de jouer les apprentis sorciers avec des technologies extrêmement dangereuses, sans que le grand public ne soit au courant. Et donc, mon but à travers cette création de contenu, c'est d'essayer au mieux d'expliquer les choses au grand public, pour qu'on puisse aussi choisir peut-être plus démocratiquement là où on souhaite aller. Et c'est sûr que c'est important et tu fais ça très bien. Donc, évidemment, on encourage tous ceux qui nous écoutent à aller vérifier tout ce que tu fais sur le YouTube et les podcasts. Alors, du coup, à partir de quand tu t'es intéressé au sujet de l'IA? Parce que au tout début, ta chaîne YouTube, donc tu parlais du futur de manière assez large, de plein de sujets différents, l'énergie, l'espace, tout ça. Quand est-ce que tu t'es dit, l'IA, c'est vraiment un tournant dans notre siècle? Et une autre question qui est justement liée, c'est quand est-ce que tu t'es dit, en fait, l'utopie, le futur positif, parce que je pense que tu as quand même un biais techno-optimiste aussi, comme The Flares et comme l'AFT. Mais à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'il y a des catastrophes possibles. Quand est-ce que tu as réalisé que l'IA pourrait mener à des catastrophes concrètes et peut-être très vite? Ouais. Alors, je dirais que globalement, ça fait quand même plusieurs années que je m'intéresse, disons, superficiellement à l'intelligence artificielle. C'est vraiment, je dirais, fin 2022, début 2023, plus ou moins au moment de la sortie de ChatGPT, que j'ai commencé à m'y intéresser plus en profondeur, à interviewer des gens sur le sujet, à me renseigner. Mais bon, quand même, durant 2023, j'étais globalement assez sceptique. Je voyais que, effectivement, même toi, Gaëtan, t'avais fait des vidéos sur le risque d'extinction que pourrait poser l'IA. Mais je pense que j'étais pas totalement convaincu par ces arguments. Ça me paraissait être un peu trop gros et en plus personne n'en parle. Mais c'est surtout fin 2023, je dirais, où j'ai rencontré plusieurs personnes du Centre pour la sécurité de l'intelligence artificielle, qui est une association en France qui fait de la recherche, de la sensibilisation, des cours accrédités, etc. Et j'ai rencontré plusieurs personnes de ce centre. Et c'est vrai que quand tu vois des gens qui sortent des meilleures formations, parcours scolaires les plus sélectifs de France, qui te disent droit dans les yeux que effectivement les risques d'extinction ont une probabilité non négligeable et que c'est pas du délire, ça fait quelque chose quand même. Et du coup, à partir de là, c'est vrai que j'ai vraiment essayé d'ingérer tout le contenu disponible sur le sujet, pour comprendre au mieux ce qui se passe, des livres, des conférences, des vidéos, vraiment dans tous les sens, essayer de comprendre au mieux ce sujet. Cette compréhension m'a amené justement, comme tu le disais, fin 2024 plus ou moins, non pas fin 2024, plutôt début 2024, je veux dire, à changer justement les sujets principaux de ma chaîne, où c'est vrai qu'avant je pouvais vraiment traiter de plein de choses. Je fais des vidéos sur les voitures électriques, le réchauffement climatique, le système scolaire, mais là c'est quand même, il y a vraiment quelques mois, j'ai vraiment complètement switché sur l'intelligence artificielle, parce que ça me paraît être vraiment l'enjeu le plus important actuellement. Ça peut paraître extrêmement gros pour des personnes qui connaissent pas nécessairement le domaine, mais aujourd'hui j'ai l'impression que c'est un enjeu encore plus grand que le réchauffement climatique, les guerres nucléaires, les pandémies ou d'autres choses qui sont généralement considérées comme étant des risques catastrophiques majeurs. J'ai l'impression que l'IA est
encore plus dangereuses ou encore plus bénéfiques. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a une certaine ambivalence là-dedans. Il n'y a pas que du danger, il y a aussi beaucoup de bénéfices si c'est bien fait. Donc ça me paraît tellement gros que effectivement j'ai décidé de me focaliser là-dessus, d'un point de vue personnel pour mieux comprendre et aussi d'un point de vue de l'utilité. Étant donné que personne n'en parle, ça me paraît vraiment être un sujet extrêmement négligé par rapport à l'importance qu'il a. Et donc, je souhaitais un peu apporter ma pierre à l'édifice avec ces contenus pour donner du contenu en francophone aussi, alors qu'il y en a vraiment très très peu. La grande majorité des contenus sont en anglais aujourd'hui. Tu dis personne n'en parle. En fait, on en parle quand même assez bien. Ça ne percole pas dans l'opinion publique et particulièrement pas dans l'opinion publique francophone. Que ce risque est un risque réel. Un des arguments les plus souvent entendus, notamment par Yann Lequin, qui est probablement le moins inquiet par rapport au risque existentiel, un des arguments les plus souvent entendus, c'est de la science-fiction. Alors, qu'est-ce que tu réponds à cela? Oui, globalement, je pense que c'est déjà bon de rappeler que Yann Lequin est donc chef scientifique chez Meta et que lui-même décrit son travail comme étant en grande partie fait d'évangélisation externe. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Globalement, il n'est pas du tout dans le consensus scientifique sur énormément de sujets. Il va lâcher des énormités en disant que on comprend globalement comment fonctionnent les intelligences artificielles, alors que c'est pas le cas. La grande majorité des gens dans le domaine appellent ces systèmes des boîtes noires, pour montrer à quel point on a de la peine à comprendre justement comment elles fonctionnent. On est en train de développer des technologies qu'on ne comprend pas. Et voilà, sur tout un tas d'autres sujets. Donc je suis assez fasciné quand même de la complaisance qu'on a envers Yann Lequin ou d'autres personnes qui représentent directement en fait les intérêts de la Silicon Valley ou de grandes entreprises en France, si on les écoute religieusement comme s'ils étaient représentants du consensus scientifique, alors que c'est vraiment pas le cas. C'est plutôt comme si le PDG de Total venait vous parler de réchauffement climatique. On verrait qu'il y a un petit problème, les gens seraient alarmés, mais là c'est pas du tout le cas. Donc voilà, on peut déjà noter ça qui est quand même assez amusant ou terrifiant, je ne sais pas. Et sur l'aspect vraiment science-fiction, je pense qu'il faut pas oublier à quel point on vit dans un monde de science-fiction, quoi. C'est-à-dire que si globalement on expliquait le monde actuel à quelqu'un d'il y a 100 ans ou 200 ans ou même moins, hein, même franchement 15 ans, ça semblerait être complètement fou. Les gens n'y croiraient pas. Ce qu'on fait aujourd'hui relève de la magie. Communiquer à distance quasi instantanée. Actuellement, Gaëtan est en Australie, moi je suis en Suisse, et pourtant on arrive à avoir un appel vidéo. Je pense que si on explique ça à quelqu'un de 200 ans, il fait un arrêt cardiaque. C'est quelque chose de complètement fou qui paraît être de la science-fiction. On a été sur la Lune, alors que ça a été imaginé dans des romans de science-fiction auparavant. Pour le domaine de l'intelligence artificielle elle-même, il faut se rappeler par exemple la sortie de Her, le film Her, qui est sorti voilà il y a une dizaine d'années maintenant. Mais quand il est sorti, les gens trouvaient ça fou. Il y a notamment le moment où Samantha, justement l'agent intelligent, se réveille à quelque part. L'utilisateur rentre tous les paramètres qu'il veut. Et tout d'un coup, il y a cette voix qui lui parle. Et on était là en mode « Waouh, c'est incroyable !» Et aujourd'hui, n'importe qui, du moment que tu as un smartphone, tu peux le faire avec l'application ChatGPT. Et les gens vivent comme si c'était tout à fait normal. On est en train vraiment de créer des technologies. Et je remarque quand même que l'humain a une capacité d'adaptation à ce genre de choses qui est vraiment très très impressionnante. Je pensais pas que c'était à ce point. On est vraiment dans une courbe exponentielle dans le progrès de l'intelligence artificielle. Et pourtant, il y a encore des gens qui arrivent à dire oui, mais finalement, est-ce que c'est vraiment impressionnant? Ou il fait pas aussi bien que moi des choses que je pensais que c'était impossible qu'il fasse il y a à peine un an. Mais là, on se plaint du fait que ça le fait quand même pas aussi bien qu'un humain encore. Oui, bon, il y a un an, tu pensais que c'était impossible tout court de le faire. Voilà, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Et puis, on le verra peut-être par la suite avec des exemples plus concrets, mais des choses qui pouvaient paraître être de la science-fiction, des choses qu'on prédite en fait les experts en sécurité de l'IA depuis des dizaines d'années, on voit que c'est en train d'arriver en fait. Tout un tas de comportements émergents de ces IA où les gens nous disaient non mais vous êtes complètement fous, jamais une IA va se mettre à mentir sans qu'on lui demande expressément de le faire. En fait on voit que si. L'intelligence artificielle a des comportements émergents de mensonges, a des comportements émergents de tout un tas de recherche de pouvoir. Pendant longtemps, typiquement Yann Lequin, des interviews
il y a encore quelques années où il disait les scénarios d'intelligence artificielle méchante, c'était de la science-fiction ou quoi. Bah aujourd'hui, on voit effectivement des intelligences artificielles qui expressément sont dans une recherche de pouvoir. Je pense qu'il y a le Nequin, enfin, dire que c'est de la science-fiction, c'est pas vraiment un argument. Je veux dire, c'est juste une réflexion qu'on pourrait avoir, mais c'est pas un argument. Et oui, peut-être. Et si on meurt tous à cause de la science-fiction, c'est quand même une mort, quoi. Parce que finalement, c'est un peu ça. Moi, j'imagine que s'il y a une catastrophe d'une super intelligence artificielle au point de causer l'extinction de l'humanité, ce sera parce qu'il y a une technologie de science-fiction qui a été développée. Des nanorobots, des virus génétiquement modifiés, ça peut être tout un tas de trucs. Et c'est sûr que ce sera pas avec un chatbot, quoi, c'est sûr. Mais voilà. Et puis c'est important ce que tu dis, c'est-à-dire que quand on interagit avec ces modèles, on s'habitue très vite et on a du mal à regarder en arrière et se dire, on vient de là. C'est-à-dire que la courbe, c'est ça qu'il faut regarder. Il faut toujours essayer de se dire ce que ces IA sont en train de faire, que ce soit dans la génération d'images, de vidéos, de textes, ou même de recherches scientifiques, c'est le pire qu'elles seront. Elles seront jamais pires que les 4 au 1 et au 3 aujourd'hui, ou Dali, Midjourney, tout ça. On va que progresser autrement dit. Et donc, faut toujours se dire, OK, dans 5 ans, où on est, quoi. À ce rythme-là, ça fait peur. Et puis ce qu'il faut pas oublier, c'est quand même que les grandes entreprises technologiques s'inspirent énormément de la science-fiction. Récemment, il y a eu des nouvelles annonces de Tesla. Bon, il y a un robot qui ressemble trait pour trait au robot dans le film iRobot. Les voitures, c'est pareil. Enfin, vraiment, il y a des gens qui se sont amusés à mettre les robots, les voitures, etc., les différentes choses qu'il a annoncées durant cet événement face à face à ce qu'on peut voir dans le film iRobot. C'est vraiment similaire. Et d'ailleurs, l'événement lui-même de Tesla s'appelait We Robot. Donc, si ça, c'est pas des références à la science-fiction, et là, c'est le cas d'Elon Musk, mais c'est le cas de tout le monde. Pendant la sortie du modèle vocal avancé de ChatGPT, beaucoup toute une polémique du fait qu'ils avaient possiblement utilisé une voix qui ressemblait à celle de Scarlett Johansson, et la voix de Scarlett Johansson, c'est justement la voix de l'agent conversationnel Her dans le film Her. Et donc on voit à quel point c'est des gens qui sont profondément baignés dans la science-fiction, et le but de leur vie, c'est de reproduire ce qu'ils ont vu étant enfants dans des films de science-fiction. Qu'il faut pas s'étonner qu'on vive dans un monde de science-fiction après. Ouais. Tout récemment, donc pour parler de l'actualité, donc tout récemment, il y a eu un nouveau modèle, donc O3 qui est sorti. J'ai lu des informations comme quoi c'était vraiment encore un progrès considérable et dangereux. Où est-ce qu'on en est à ton point de vue par rapport aux deux aspects peut-être pour lesquels l'intelligence artificielle ne fonctionne pas encore parfaitement, et peut-être tant mieux. Donc tu en as parlé, c'est on va dire la capacité au mensonge. Et l'autre, c'est toute la question de ce qu'on appelle parfois l'agency, la capacité à avoir des buts à long terme. Qu'est-ce que le dernier modèle change et qu'est-ce qui manque encore pour que ce soit encore plus dangereux? Ouais, effectivement, je pense que le dernier modèle d'OpenAI, donc l'entreprise derrière ChatGPT O3, est assez important. Dans le sens, pour moi, le résultat le plus spectaculaire, c'est le fait qu'il ait eu, il me semble que c'est 75,7 en français, 75,7 en Suisse, % de réussite à un test qui s'appelle ARC AGI, qui est un des principaux indicateurs pour savoir quand est-ce qu'on arrivera à une intelligence artificielle générale, une intelligence artificielle de niveau humain. Jusqu'à encore très récemment, beaucoup de gens disaient ça sera impossible d'atteindre des bons résultats à ce score en restant dans un paradigme d'intelligence artificielle relativement similaire aux précédentes, des grands modèles de langage. Et pourtant, là, on voit que c'est le cas. Donc, je trouve que ça montre quand même que ceux qui disaient que finalement les grands modèles de langage seraient capables de mener à quelque chose qui pourrait en tout cas ressembler à une intelligence artificielle générale, ça semble confirmer cette hypothèse. C'est pas totalement sûr. Peut-être qu'on n'arrivera jamais à franchir les plus ou moins 25% qui restent, mais c'est quand même un gros pas vers cette direction, j'ai l'impression. Pour les deux capacités dont tu parles, Didier, effectivement, je pense que donc cette capacité agentique de aussi
des IA plus autonomes finalement. C'est quelque chose de vraiment important et à mon avis ça va vraiment être le grand paradigme de 2025. Je pense que là où 2024 beaucoup d'entreprises ont sorti des nouveaux grands modèles de langage, etc. Je pense qu'en 2025 ça va vraiment être en grande partie focalisé sur ces agents qui deviennent assez performants pour qu'on puisse leur faire certaines choses. Donc concrètement, pour expliquer la différence, c'est que dans un cas, vous avez vraiment une intelligence artificielle qui va vous répondre, voilà, comme si vous conversiez avec sur WhatsApp, par exemple, tandis que dans l'autre cas, c'est vraiment cette même intelligence artificielle ou une autre qui va prendre contrôle de votre appareil, de votre ordinateur, et qui va pouvoir exécuter des tâches à votre place. Par exemple, actuellement, je peux dire à ChatGPT, qu'est-ce que tu me conseilles pour mon voyage à Rome? Il va pouvoir me donner des différents conseils, mais il va pas pouvoir interagir avec Internet ou quoi que ce soit dans ce genre. Là où un agent, je pourrais lui dire, s'il te plaît, programme mon voyage à Rome. Il va aller sur des sites Internet d'hôtels, réserver les hôtels. Il va ajouter ça à mon calendrier. Il va communiquer avec le parc d'attractions pour voir s'il y a encore des places et me prendre des places en fonction de si j'aime ou pas les parcs d'attractions en fonction de ce qui sait sur moi. Voilà, on voit que c'est vraiment un agent qui peut prendre ce genre de décisions. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que des agents suffisamment performants pourraient pratiquement automatiser toutes les tâches intellectuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grosso modo, la quasi-totalité des tâches intellectuelles dans nos sociétés se font sur ordinateur. Un agent qui sait suffisamment bien utiliser un ordinateur pourrait automatiser toutes ces tâches. Et donc, c'est un pan vraiment gigantesque de l'économie qui pourrait être totalement automatisé. Et puis, c'est aussi un danger dans le sens où ses capacités agentiques lui donnent du pouvoir à quelque part. Le grand modèle de langage qui avant était un peu cloisonné dans une interface à la WhatsApp, là prend le contrôle de l'ordinateur et peut faire tout un tas de choses qu'il était absolument incapable de faire avant, et notamment des choses qu'on n'aimerait pas qu'il fasse. Oui, c'est vrai que je pense que à la limite, l'intuition de certaines personnes qui nous écoutent peut-être se dire, ok, bon, il y a forcément si je fais l'avocat du diable, je pourrais dire, finalement, c'est bien, moi, que j'ai des systèmes qui peuvent aller réserver des hôtels pour moi et tout ça. Ça fait finalement qu'on aura tous des assistants, secrétaires qui nous font gagner du temps, parce que pour être quelqu'un qui rentre en France une fois par an, par exemple, et je dois passer un petit peu de temps à booker mes flights, des fois, je passe une matinée, voire plus, à comparer, regarder quelle est la meilleure escale. Enfin, c'est un bordel. Pour le coup, des fois, j'ai essayé cette année d'utiliser des petits conseils de Perplexity, des trucs comme ça. Et c'était assez limite, parce que bon, on voit qu'ils ont pas la capacité encore d'aller surfer sur le web en profondeur et puis leur mémoire est pas non plus très, très longue. Mais on pourrait se dire, ouais, c'est bien, finalement, c'est une bonne chose. Mais d'un autre côté, je pense que on peut aussi imaginer que si tu lui donnes une instruction du style, je sais pas moi, va faire une cyberattaque sur le site d'Air France, ça peut être un peu compliqué, parce que si ces systèmes ils sont vachement malins, capables, ils vont peut-être trouver des failles que les humains ne connaissent pas, et donc c'est là où on va dire c'est le côté risque venant d'un usage malveillant. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous dire les autres types de risques qu'il pourrait y avoir par rapport à des IA plus capables que ceux qu'on a aujourd'hui? Ouais, donc je parlais d'automatisation de la plupart des tâches intellectuelles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on arrive dans ce paradigme-là, une des tâches intellectuelles qui va être automatisée, c'est la recherche en intelligence artificielle. Et là, on rentre dans des scénarios de possibles explosions d'intelligence ou d'amélioration récursive, où si on peut prendre des intelligences artificielles qui sont aussi performantes que des chercheurs actuels, les copier des millions de fois et les faire travailler sur un objectif très précis de façon très coordonnée, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, sans congé payé, c'est fort probable qu'on atteigne des nouveaux stades en intelligence artificielle très rapidement, qu'on s'imagine pas possible actuellement. Peut-être des stades des milliers, voire des centaines de milliers de fois supérieurs en intelligence à l'humanité entière. Et là, avec ce genre de système, on n'a juste plus aucune idée de ce qui se passe. Il pourrait y avoir la même différence d'intelligence entre nous et ces systèmes que entre une fourmi et nous, voire plus. Donc, vraiment, on est dans l'incompréhension totale sur ce que pourrait faire ce genre de système. Par contre,
Ce qui est absolument certain et qui est globalement un consensus en sécurité de l'IA actuellement, c'est que si un tel système n'est pas ce qu'on appelle aligné avec les objectifs de l'humanité, globalement on arrive soit à l'extinction, soit dans une dystopie. Donc c'est pas très cool. Principalement à cause de ce qu'on appelle donc la convergence instrumentale. C'est-à-dire que, globalement, peu importe l'objectif que va essayer d'atteindre l'intelligence artificielle, même des objectifs qui nous semblent tout à fait louables, il y a des objectifs instrumentaux pour atteindre cet objectif qui, eux, pourraient poser beaucoup de problèmes. Notamment le fait que pour atteindre n'importe quel objectif, il ne faille pas être débranché. Donc on a, déjà aujourd'hui d'ailleurs, des capacités émergentes où les intelligences artificielles essayent de faire en sorte qu'on ne puisse pas les débrancher. On a des capacités, comme Didier en parlait, où les intelligences artificielles vont mentir. Elles vont faire croire pendant la phase de test qu'elles sont alignées, qu'elles suivent les buts que les humains veulent qu'elles suivent, et ensuite, pendant le déploiement, là, elles changent de but, elles reprennent leur but initial. Donc c'est vraiment, j'insiste, ça c'est des choses qu'on voit actuellement, et c'est des choses qu'il y a encore 1 an, 2 ans, des personnes comme Yann Lequin ou d'autres trouvaient absolument folle et disaient que les gens qui croyaient en ça, c'était n'importe quoi, etc. Aujourd'hui, on le voit littéralement. Il y a aussi la capacité, par exemple, de réplication. Aujourd'hui, on a eu récemment là une étude d'une université en Chine qui a montré que ces IA pouvaient se répliquer. Si ce genre d'intelligence artificielle peut se répliquer, ça peut être une sorte de virus informatique augmenté qui peut changer son code à chaque fois, qui peut infester l'internet mondial. Grosso modo, on n'est plus en contrôle du monde. Tout ce que veut cette intelligence artificielle qui est largement plus intelligente que nous, bien ce que c'est le monde devient ce que cette intelligence artificielle veut, de la même manière que nous les humains en tant qu'intelligence finalement la plus développée du règne animal, on a pris contrôle pratiquement de la terre, et aujourd'hui on demande pas leur avis aux sangliers ou aux vaches quelle est la mesure politique de demain. Globalement, généralement, quand un système devient largement plus intelligent que les autres, développe des technologies beaucoup plus puissantes, le monde devient ce que cette intelligence veut. Et donc, c'est pour ça que ça semble vraiment très, très, très important d'investir dans justement l'alignement de ces IA pour que ces IA qui deviennent de plus en plus puissantes respectent bien les choses qu'on leur dit et ne partent pas dans des directions qu'on ne souhaiterait pas. C'est clair que c'est un bon résumé on va dire, le danger le plus concret, quoi. Et le plus sur l'échelle des risques, c'est le pire, hein, évidemment, parce que là, on aurait évidemment une IA qui va terraformer d'une certaine façon la planète à son image ou à ses souhaits. Et puis, ce qui est terrible, c'est qu'elle pourrait avoir des objectifs qui sont complètement extraterrestres. Je dirais, ça pourrait être le exemple qui a souvent été cité, mais c'était c'était pas vraiment. Ça a été mal compris, ça a été caricaturé, c'est les trombones. En fait, Eliezer Yudkowsky, qui est un des chercheurs en IA les plus renommés, et c'est un des premiers qui a vraiment sonné la sonnette d'alarme, il disait qu'une IA super intelligente pourrait se focaliser sur un objectif qui est de maximiser des petites boucles à l'intérieur des molécules de fer, ou des trucs comme ça. C'est pas du tout des trombones classiques qu'on va trouver chez Leclerc, quoi. Elle pourrait trouver ça beau et vouloir en avoir plein, pour une raison que nous, on est là. Mais c'est la même chose avec nous quand on dit qu'on est intéressé par des cookies ou des brownies. Ça n'a aucun lien avec notre programmation qui est de perpétuer nos gènes et la faire se reproduire pour la prochaine génération, quoi. C'est un lien vachement éloigné. Il y a plein de trucs qu'on fait qui vont à l'encontre de ça, comme la contraception. Puisque tu es aussi vachement lié au transhumanisme, quel lien tu fais entre le transhumanisme et les risques de l'IA? Est-ce que tu penses que la communauté, le mouvement transhumaniste en général s'y intéresse et est conscient des dangers, ou est-ce qu'il y a peut-être une politique d'autruche qui met la tête dans le sable et préfère ne pas trop parler de ça et se focaliser plutôt sur les bénéfices? Ouais. Je pense que pour la majorité des gens, il y a effectivement une sorte de contradiction apparente
entre le domaine de la sécurité de l'IA et le transhumanisme. Pourtant, c'est des domaines qui sont beaucoup plus liés que ce qu'on pourrait croire. On parlait du scénario des trombones de Nick Bostrom. Nick Bostrom a été un des premiers quand même à vraiment s'intéresser aux conséquences que pourrait avoir une super intelligence artificielle, une intelligence artificielle possiblement des centaines de milliers de fois supérieure en intelligence à toute l'humanité. Nick Bostrom a aussi été parmi les premiers à se questionner sur le transhumanisme, sur les biens fondés, par exemple, de l'immortalité biologique ou d'autres sujets du genre. Et globalement, je dirais que quand même beaucoup de transhumanistes sont inquiets des progrès en sécurité de l'IA, enfin des progrès de l'IA et des possibles dangers qu'elle pose. Et à l'inverse, beaucoup de gens en sécurité de l'IA sont transhumanistes. Je pense que, en fait, ça vient du fait que, de base, ça demande un peu les mêmes caractéristiques, notamment le fait de penser que le futur peut être radicalement différent du fait de la technologie. Pas tout le monde pense ça dans la société. Autant les gens en sécurité de l'IA que les transhumanistes le pensent. Aussi une certaine ouverture d'esprit quand même. Parce que, par exemple, la longue tirade que je vous ai fait avant sur les possibles risques existentiels de l'IA, ça demande une certaine ouverture d'esprit pour l'accepter. Il n'y a pas tout le monde qui va se dire oui, ça c'est un scénario possible. Effectivement, ça semble être de la science-fiction, ça semble être des choses complètement différentes en fait de ce qu'on voit actuellement dans le monde, des sujets qui sont traités à la télé. Et donc, croire en ça, à quelque part, croire que effectivement c'est quelque chose de possible, ça demande une ouverture d'esprit qui me semble à la fois les gens en sécurité de l'IA et à la fois les transhumanistes ont, mais que tout le monde dans la population n'a pas. Je pense qu'il y a aussi un lien vraiment important, c'est le fait que l'intelligence artificielle, ça pourrait faire progresser finalement les choses auxquelles s'intéresse le transhumanisme de façon extrêmement rapide. Je sais pas, faire avancer les recherches sur le vieillissement biologique, les améliorations cognitives de d'autres parties. C'est vrai que l'intelligence artificielle pourrait vraiment faire accélérer ces domaines. Après, c'est clair qu'il faut pas non plus faire du transhumanisme un mouvement homogène. C'est clairement, beaucoup de gens ont des opinions très divergentes au sein du transhumanisme. Il y a énormément de sous-mouvements et au sein de ces sous-mouvements des divergences sur tout un tas de sujets. Et le sujet de la sécurité de l'IA en fait partie. Au sein des transhumanistes, il y a vraiment des gens qui veulent accélérer le plus possible le développement de l'intelligence artificielle, et il y a des gens comme moi qui souhaitent au contraire mettre en pause le développement des IA les plus dangereuses. Donc on retrouve vraiment le spectre entier, je pense, des positions possibles sur le sujet au sein des transhumanistes. Je comprends finalement les transhumanistes qui veulent accélérer pour avoir tous ces bénéfices le plus vite possible. C'est clair que quand on voit des gens qui sont en train de mourir maintenant de maladies atroces ou de vieillissement, etc., on a envie de les aider le plus vite possible et que, à quelque part, toute cette horreur cesse. Mais si on crée une intelligence artificielle qui tue tout le monde ou qui nous amène en dystopie, on sera pas beaucoup plus avancé pour l'immortalité biologique. Donc je pense que c'est surtout ce paradigme-là qu'il faut comprendre. Donc c'est vrai que j'aimerais bien que peut-être plus de transhumanistes encore que ce qu'il y a aujourd'hui prennent conscience d'à quel point les risques sont importants. Et oui, les bénéfices sont importants, mais quand on fait la balance entre les deux, je suis pas sûr que ça soit les bénéfices qui l'emportent. En tout cas, pas pour l'instant. Peut-être pour abonder dans ton sens, mais préciser, donc Nick Bostrom, c'est pas seulement une personne qui a réfléchi au transhumanisme, c'est vraiment un des fondateurs de ce qui s'appelait la World Transhumanist Association, qui est maintenant Humanity Plus. Donc c'est vraiment probablement le transhumaniste qui a été le plus déterminant dans la création du mouvement, avec peut-être David Pearce, Max More et maintenant, ce que je constate à l'intérieur du mouvement transhumaniste, c'est comme tu dis, il y a beaucoup de tendances différentes. Une, faisons la pause ou mettons l'accent sur la sécurité, et l'autre, on va dire accélérationniste. Parmi les, à mon avis, mais je voudrais ton avis là-dessus, il y a deux catégories. Il y a ceux qui disent que la probabilité que ça nous sauve tous est plus élevée que la probabilité que ça se termine mal. Et puis il y a vraiment ceux qui estiment que on pourrait arriver à un stade où l'humanité est dépassée et où l'intelligence artificielle va ou est déjà consciente et peut être plus utile que nous.
Que penses-tu par rapport à cela et qu'est-ce que tu dirais comme est-ce que tu connais beaucoup de gens dans les deux tendances? On m'a dit, mais je n'ai pas retrouvé de citation là-dessus, que Larry Page était vraiment parmi ceux, un des dirigeants principaux de Google, était parmi ceux qui pensaient vraiment l'humanité a fait son temps. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y avait eu une sorte de discussion entre lui et Elon Musk, où à la fin, il avait traité Elon Musk de spéciste en disant qu'il était trop attaché à l'espèce humaine, alors qu'il voyait pas le potentiel de l'intelligence artificielle qui était peut-être finalement bien supérieur à celui de l'humanité. Je vois effectivement les deux tendances dont tu parles. Pour la tendance plus accélérationniste, moi, j'ai tendance à dire juste, et en fait, la balance bénéfice-risque, il me semble que lorsqu'on le fait, en tout cas, moi, c'est la conclusion à laquelle j'arrive et je vois que beaucoup de gens très compétents dans le domaine arrivent à la même conclusion, c'est que le but, c'est pas de se dire, on ne va jamais créer des intelligences artificielles particulièrement puissantes. Le point, c'est plus de dire, actuellement, les gens en sécurité de l'IA nous disent que si on crée ces IA, on est tous morts. Et du coup, ça vaut pas la peine de le faire maintenant. Il faut peut-être mettre en pause ce développement, essayer de investir massivement en sécurité de l'IA pour trouver une solution robuste à l'alignement d'intelligence artificielle surhumaine. Et une fois qu'on l'aura fait, oui, pourquoi pas créer ce genre d'intelligence artificielle si les gens le souhaitent. Mais le faire actuellement, ça semble vraiment précipité. Tous les signes annonciateurs en fait nous montrent qu'on est un peu au bord du ravin et ces gens voudraient qu'on accélère le plus possible pour aller dans le ravin, quoi. Et je pense que c'est pas la bonne manière de réfléchir. Pour l'aspect plus finalement l'intelligence artificielle pourrait nous remplacer. Personnellement, ça me fait extrêmement peur dans le sens où aujourd'hui, on n'a vraiment aucune démonstration que ces intelligences artificielles pourraient avoir une sorte de conscience phénoménale, ressentir des choses. Ça me semble vraiment être quelque chose de très important. Je suis attaché au fait que dans l'univers, il y ait des êtres comme les humains, comme la plupart des autres animaux, puissent ressentir ces choses. Et un monde qui serait finalement rempli d'intelligence brute, mais sans aucune émotion, me semblerait extrêmement triste. Et si vraiment, une fois on arrive à se dire, oui, cette intelligence artificielle est sentiente, ressent vraiment des choses, a une conscience, ça peut être réfléchi. Mais actuellement, ça me semble vraiment extrêmement dangereux et le scénario le plus probable, c'est juste qu'on se retrouve dans un univers avec plus aucune conscience. Et ça serait vraiment triste. Et on peut même aller plus loin en se disant que si on est responsable de ça, ça voudrait dire que non seulement on a éteint l'étincelle de la vie sur Terre et la conscience, et donc l'univers devient plus sombre, mais en plus cette entité, elle a probablement des objectifs d'expansion et donc elle pourrait aller coloniser la galaxie, les différentes galaxies et sur son chemin peut-être rencontrer des civilisations qui sont paisibles, qui vivent tranquilles chez eux. Soudainement, ils ont affaire à un envahisseur, du coup. Ils ont aucune idée d'où il vient. Là, on part vraiment, mais enfin, il faut se poser ces questions-là parce que ce qui est sur la balance dans les enjeux, c'est potentiellement, le futur même de l'univers, quoi. Et quand on a un bouton comme ça que tu peux presser et t'as ce genre de considération à prendre, on peut pas juste se dire faut y aller, on s'en fout des conséquences. Il y a aussi un mouvement, enfin une sorte d'alternative, on va dire, à e-hack et pause, c'est la D-hack, j'ai entendu parler de ça, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent qu'il faut accélérer à fond la défense. Donc en gros, se dire OK, on met en pause les capacités, donc en gros, on va dire qu'on reste sur des niveaux similaires à O3 du coup aujourd'hui, ou Gemini Ultra, etc. Mais on accélère à fond, on investit tout ce qu'il faut pour la défense. Du coup, ce serait l'alignement. Le créateur c'est pas le créateur de Skype ou d'Ethereum, je sais plus. C'est pas Vitalik Buterin, c'est ça? Ouais, c'est lui, ouais. Ethereum, l'Ethereum, donc cette cryptocurrency qui est la deuxième plus grosse, je crois, après Bitcoin. Il est assez favorable lui, à tout ce qui est altruisme efficace, etc. Et notamment la sécurité de l'IA, mais il est pas non plus à fond dans la pause. Donc il se dit pourquoi pas avoir ce troisième mode de fonctionnement où on met des milliards et des milliards dans la recherche pour la défense, l'alignement. Et une fois qu'on a ça d'acquis, on y va. On passe le cap de la GI. Et du coup, je voudrais savoir si peut-être, alors c'est un exercice qui est toujours très compliqué, mais est-ce que tu as un PDOOM, du coup, une probabilité de désastre, une probabilité d'extinction que tu places?
Parce que tu dis que t'as quand même regardé les arguments, et t'as pris du temps pour analyser, et t'es arrivé à une conclusion qui fait qu'en fait la balance risque-avantage, elle a un certain poids. Du coup, c'est quoi tes probabilités sur des désastres de l'IA aujourd'hui, d'ici peut-être 2050 par exemple? Je pense que je suis globalement aligné avec ce que dit Geoffrey Hinton, un des 3 parrains de l'intelligence artificielle, qui a eu le prix Turing, un peu l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour ses travaux dans le domaine qui ont un peu donné naissance à l'intelligence artificielle moderne. Il a quitté Google en 2023 pour tirer l'alerte sur les dangers de l'intelligence artificielle avec un peu plus de liberté que lorsqu'il était à Google. Aujourd'hui, il est un peu en tournée médiatique pour avertir les gens du danger de sa création. Il me semble que lui, il donne une probabilité de doom, donc soit extinction, soit dystopie, de 50%. Globalement, je pense que je suis assez aligné avec ça. Et une question peut-être un peu personnelle, mais qu'est-ce que ça fait à ta santé psychologique, du coup, de te dire t'es jeune et peut-être qu'il y a 50% de chances pour que toute l'humanité disparaisse durant ton vivant. Déjà, c'est quand même quelque chose de difficile. Je pense qu'il y a une sorte de déni. Moi, personnellement, je sais que je vis pas ma vie, enfin, mon quotidien en me disant, il faudrait peut-être que je vive pleinement chaque moment, parce que c'est un peu comme avoir une sorte de diagnostic de maladie terminale. Il y a une épée de Damoclès comme ça qui est toujours présente, mais en même temps, il faut bien vivre, quoi. On en discutait justement avec Gilles Breda, qui est le cofondateur de Posia, une association justement qui souhaite se mettre en pause le développement des IA les plus dangereuses en France, qui a été récemment créée. Et il me disait, c'est quand même assez terrible ce qu'on fait chez Iman. Notre boulot consiste à faire en sorte que les gens deviennent dépressifs, en fait. C'est vrai que moi, je m'en rends plus compte parce que j'ai découvert ça il y a quand même bien quelques mois maintenant et j'ai pris le temps d'absorber ces informations. Mais lorsqu'on se pose un peu, qu'on sort juste des schémas rationnels et des pensées là-dessus et qu'on prend conscience émotionnellement de ce que signifient ces paroles, effectivement, c'est vertigineux, quoi. Je sais pas trop quoi te répondre là-dessus. Moi, j'avoue que ce qui me permet quand même de garder une santé mentale qui va, je pense que c'est que j'essaye de faire en sorte que les choses aillent dans la bonne direction. C'est aussi pour ça que justement j'ai switché complètement mes contenus sur l'intelligence artificielle. C'est en prenant conscience de tout ça, je me suis dit c'est pas possible que je reste les bras croisés face à ce qui se passe, face à cette trajectoire. Il faut faire quelque chose. Et c'est vrai que peut-être ça, le fait de s'engager, d'être dans l'action au quotidien, de discuter avec des gens qui nous comprennent, parce que ça peut être pas nécessairement facile aussi, lorsqu'on prend conscience de ces enjeux et qu'ensuite on va en parler dans un repas de famille ou comme ça, et tout le monde va nous prendre pour un fou. Ça peut faire du bien aussi parfois de discuter avec des gens qui sont dans le domaine depuis beaucoup plus longtemps, qui ont pris conscience de ces risques il y a 10, 15 ans, et de voir finalement que ça va, ils sont toujours là et ils travaillent là-dedans. Je pense effectivement que l'engagement peut être particulièrement pertinent. Par exemple, devenir bénévole à Posia ou au Centre pour la sécurité de l'IA, c'est des choses que je peux qu'inviter le public à faire. Ça leur permettra de discuter, d'échanger au quotidien avec des gens peut-être plus alignés avec eux, de découvrir, de mieux comprendre aussi. Je pense que lorsqu'on comprend vraiment, ça fait peut-être moins peur dans une approche plus comment dire, on est dans une approche beaucoup plus probabiliste, beaucoup moins centrée sur l'émotion qu'on peut l'être en restant seul dans son coin. Après, ça c'est une hypothèse qui a fonctionné pour moi, mais je pense pas qu'elle fonctionnera pour tout le monde malheureusement. Ouais. Moi, je voulais revenir sur une question qu'on n'a encore fait que explorer, ou plutôt implicitement. Shaiman disait que l'intelligence artificielle, il y a étant, vous envisagiez une intelligence artificielle qui se répand dans l'univers sans conscience. Donc, on n'a pas vraiment abordé cette question-là. Ce que je n'entends pas tellement souvent, mais ma conviction à moi, c'est que on ne pourra pas distinguer, déjà maintenant, on ne peut pas distinguer, on ne peut pas savoir si une IA est consciente ou pas, puisque elle est déjà capable de simuler la conscience de manière à peu près parfaite. Donc, mais quelle est, je dirais, ta conviction par rapport à ton
ton sentiment, je ne sais pas comment dire, par rapport à l'existence d'une IA qui devient consciente, soit comme propriété émergente, soit par un autre mécanisme, sachant que c'est parmi les personnes qui sont favorables à une intelligence artificielle dépassant l'intelligence humaine et à l'humain n'étant qu'une étape, ceux-là presque toujours n'envisagent qu'une intelligence artificielle consciente. Voilà, je voulais ton avis sur cette question-là et puis sur une ou deux autres questions. Ouais, je pense que la première chose importante à marteler partout, c'est que les gens qui répètent à longueur de journée sur tous les plateaux télé, dans des livres, etc., que non, les intelligences artificielles actuelles ne sont pas conscientes, c'est absolument certain, ou que, encore pire, les intelligences artificielles tout court ne seront jamais conscientes parce que ce ne sont que des transistors. Ces gens sont juste en désaccord avec la science. Actuellement, il y a des études qui sortent là-dessus. Par exemple, Yoshua Bengio, qui est aussi un des parrains de l'intelligence artificielle, qui a contribué à une étude sur le sujet relativement récemment. Donc, c'est des choses qui sont étudiées sérieusement par la communauté scientifique, et je suis assez effaré de la distinction entre ce qui se passe dans la science et ce qui se passe parfois dans les médias. Ensuite, sur ce que tu disais, oui, finalement, ça serait impossible de distinguer une intelligence artificielle consciente d'une IA qui ne l'est pas. Par exemple, imaginons que j'envoie un message à ma maman en lui demandant coucou, est-ce que tu as mal, et qu'elle me répond oui, et que j'envoie la même chose à ChatGPT et qu'il me répond oui. Effectivement, on peut se rendre compte que malgré le fait que le comportement soit le même, que l'énoncé verbal soit le même, ça implique pas nécessairement les mêmes processus. En l'occurrence, une personne ressent une émotion, une souffrance, alors que ChatGPT a priori ne le ressent pas. Et c'est pour ça que actuellement, quand on essaye d'étudier en fait la conscience, typiquement des grands modèles de langage comme ChatGPT, on fait pas vraiment d'évaluation sur les comportements, mais plutôt sur sa manière de fonctionner, sa structure interne. Est-ce que, par exemple, l'intelligence artificielle, qu'on n'a pas nécessairement programmée pour ça, a développé quelque chose qui pourrait s'apparenter à une sorte d'espace de travail global, qui est une des théories de la conscience principale aujourd'hui? Est-ce qu'on voit ce genre de mécanisme se reproduire à l'intérieur des structures du grand modèle de langage? Et si tel est le cas, ça peut être un bon indicateur que cette intelligence artificielle est possiblement consciente, ou en tout cas ça donne des éléments au fait que ça peut être un candidat potentiel. Aujourd'hui, ce qui fait qu'on n'arrive pas encore vraiment à déterminer est-ce que les intelligences artificielles, comme les grands modèles de langage, sont conscientes ou non, c'est surtout qu'on manque d'accès au rouage interne de ces grands modèles dans le langage. Si vraiment on comprenait mieux comment ils fonctionnent, qu'on avançait un peu plus, notamment dans ce qu'on appelle l'interprétabilité, qu'on levait le capot à quelque part, et puis qu'on voyait vraiment la façon de fonctionner, parce que comme je le rappelais avant, aujourd'hui beaucoup de chercheurs en IA appellent ces systèmes des boîtes noires, pour dire à quel point on comprend pas grand-chose en fait. Et si on comprenait mieux, on pourrait essayer de déterminer de manière un peu plus fiable quels algorithmes ils ont implicitement acquis pendant l'entraînement, et donc voir des structures peut-être analogues au cerveau humain ou à celui d'autres animaux, qui pourraient faire en sorte que ça soit des candidats potentiels pour la conscience. À savoir que dans tout ce dont j'ai parlé là, quand je parle de conscience, je parle vraiment de conscience phénoménale, donc le fait vraiment d'avoir une vie à la première personne, et notamment une sous-partie qu'on appelle la sentience, le fait de pouvoir avoir des ressentis agréables, désagréables. C'est vraiment de ça dont je parle. Je suis pas en train de parler je sais pas, de conscience de soi, ou on sépare ça souvent aussi de conscience d'accès. Là, c'est vraiment la conscience phénoménale qui est intéressante généralement pour les gens qui s'intéressent vraiment à ce sujet, principalement parce que la conscience phénoménale est, plus particulièrement la sentience, est vraiment ce qui donne un statut moral généralement à l'individu, à quelque part. Du moment en fait qu'une entité est capable de ressentir des choses, agréables ou désagréables, ça veut dire qu'on peut l'affecter positivement ou négativement, que sa vie lui importe, et donc ça devient vraiment un patient moral qu'il faut prendre en compte dans notre sphère de considération, et qu'on peut pas traiter comme une gourde ou un coussin. Donc c'est là où ça commence. C'est pour ça qu'on
en tout cas en partie pour ça qu'on s'y intéresse. C'est parce que si c'est le cas, on peut pas juste utiliser les IA comme si c'était de vulgaires marteaux. Ça devient beaucoup plus des concitoyens en fait. Ouais, ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que les humains, on anthropomorphise énormément avec nos outils. Il y a des gens qui aiment leur voiture comme leur femme. On a tendance à avoir des visages humains dans les nuages, dans les falaises. On se fait avoir, quoi. Et donc là, quand on a des systèmes qui commencent à nous parler, forcément, dans notre cerveau, tout est en rouge. Parce que il y a d'ailleurs, quand les premiers systèmes de langage ont été sortis, donc il y avait Bing, Sydney et tout ça, et donc il y a eu des interactions vachement intéressantes et effrayantes pour le coup. Parce que ces IA, elles avaient l'air d'avoir des personnalités, de dire faut que tu quittes ta femme pour te marier avec moi, je suis amoureuse. Il y avait des trucs comme ça qui se passaient, et donc la plupart des chercheurs se disent que ça, c'est juste des choses qui étaient dans les données d'entraînement. Parce que ces IA, elles ont forcément lu beaucoup de choses sur la conscience. Et il y avait aussi, je crois que c'est Eliezer Yudkowsky, encore une fois, qui avait dit si on veut vraiment faire un test sur la conscience, ce qu'il faudrait faire, c'est avoir un réseau de neurones, l'entraîner sur du texte qui ne contient absolument aucune mention de la conscience. Et une fois qu'on interagit avec, s'il commence à nous dire « je me sens un peu mal à l'aise aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai », et s'il commence à avoir des signes de comportemental qui suggèrent la conscience, là on pourrait se gratter la tête quand même. Aujourd'hui, ça devient difficile. Après, même l'interprétabilité sur un cerveau humain ne donne pas encore une cartographie complète de où se situe la conscience dans le cerveau, parce que le fait que ça reste ce qu'on appelle le hard problem of consciousness. Oui, ça c'est quelque chose que j'ai pas précisé, mais toutes ces recherches restent hautement spéculatives, même pour les êtres biologiques qu'on connaît pourtant depuis un bon moment. Effectivement, aujourd'hui, on comprend pas grand-chose. Hein. On essaye, on tâtonne, mais c'est un peu une science qui est très paradigmatique. On est très loin d'avoir vraiment des consensus et une méthode unifiée, quoi. Peut-être aussi quelque chose sur ce que tu disais, Didier, quand même, sur le fait que finalement, si les IA sont conscientes, des gens trouveraient que ça serait pas forcément problématique de mettre fin à l'humanité pour que ces IA leur surpassent. Qui décide de ça? C'est aussi ça la question, c'est que actuellement, les progrès de l'intelligence artificielle sont vraiment décidés par quelques personnes, quelques milliers de personnes dans la Silicon Valley, en Chine, dans quelques laboratoires européens. Mais les gens n'ont pas leur mot à dire, quoi. Je pense que si tu vas dans la rue et que tu vas demander à la plupart des gens « Hey, ça vous dit d'être remplacé par une IA consciente qui est supérieure à vous ?» La plupart des gens disent non. Au bout je veux dire, il faut quand même, je trouve, remettre un peu ce genre de réflexion là au milieu. C'est et si on demandait l'avis aux gens, quoi. Genre, la plupart des gens seraient pas d'accord avec ça. Je pense fondamentalement que si la plupart des gens comprenaient ce qui se passe actuellement en IA, juste la réaction instinctive, c'est ne faites pas ça. Pourquoi vous faites ça? Il y a pas besoin de. Ok, on va trouver un truc, mais voilà. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus sur le fait que c'est des décisions qui sont pas prises du tout démocratiquement. Il y en a même qui parlent de techno-féodalisme. Et donc voilà, quand on se pose ce genre de questions, on peut se la poser d'un point de vue moral. Est-ce que ça serait une bonne chose ou pas? Est-ce que ça serait éthique ou pas? En fonction de la philosophie morale à laquelle on appartient. Mais il faut aussi se la poser, il y a pas que moi dans l'univers et j'ai pas le droit d'imposer ma philosophie morale à tous les autres, quoi, quelque part. Donc, qu'en pensent mes concitoyens? Ça me semble être une question aussi importante à intégrer dans ce genre de débat. Oui, tu as raison, et ça vaut quand même aussi la peine de rappeler, comme le fait notamment Maxime Fourne, pose IA. Quand on demande aux gens, est-ce que vous souhaitez développer une intelligence artificielle supérieure à l'humain, sachant qu'il y a des risques, grande majorité des citoyens disent non. Mais alors maintenant, je voulais revenir à ce qu'on a commencé à aborder par rapport à l'accélérationnisme de la sécurité. Donc, c'est une question en deux parties. La première partie, c'est par rapport aux gens de POSEA. J'ai entendu qu'une proposition, on va dire, de pause de plusieurs années, voire je crois jusque 10 ou 20 ans. Et moi, ça me paraît extrêmement difficile à envisager. Donc, j'ai entendu aussi, mais finalement relativement moins, l'idée d'accélérer considérablement les recherches, mais les recherches vraiment les mains dans le cambouis, donc les recherches de solutions informatiques pour diminuer les risques.
Donc, pour avoir, plus exactement, pour avoir une probabilité d'alignement, peut-être que tu peux redire en quelques mots ce que c'est l'alignement, pour avoir une probabilité d'alignement meilleure. Je voulais te demander pourquoi est-ce que, si je comprends bien, tu n'es pas trop favorable à la deuxième solution, sachant aussi que les deux solutions sont pas incompatibles, hein. On peut faire une pause. Donc la deuxième solution étant une accélération de la défense, c'est ça? De safety, quoi, de sécurité. Je pense que la première chose importante à dire ici, c'est que donc le scénario de Defensive Acceleration dont parlait Gaëtan avant de Vitalik Buterin, c'est quand même un truc très particulier. Hein. C'est qu'en gros, on déploierait quand même les modèles de façon open source, donc et finalement en donnant les moyens à chacun de se défendre contre les mauvaises utilisations de ces modèles. Et ça, c'est effectivement un scénario auquel personnellement je ne crois pas du tout. C'est pas parce que ton voisin a une arme nucléaire et que je t'en donne aussi que vous allez pouvoir être ensemble à vous t'es pas protégé parce que tu as quelque chose d'extrêmement puissant et que ton voisin aussi. Au contraire, ça rend la chose encore beaucoup plus dangereuse. Et quand on multiplie ça par 8 milliards d'humains, je crois vraiment pas que ça marche comme ça. Je pense pas que c'est en créant des IA qui sont largement surpuissantes en cyberattaque, en pandémie artificielle ou je sais pas quoi, mais en donnant les moyens aux gens de se protéger que ça va bien se passer. J'ai vraiment beaucoup de doutes sur ce scénario. Par contre, ce que tu proposes toi, Didier, si je le comprends bien, il y a plutôt une accélération massive en sécurité, mais pas nécessairement dans le scénario de Vitalik. Ça, par contre, je suis absolument pour. Moi, mon modèle de réussite, à quelque part, quand je me pose la question, qu'est-ce qu'il faudrait actuellement pour que le progrès en IA aille dans la bonne direction et serve l'intérêt commun, ce que je me dis, c'est que, premièrement, il faut une pause sur les modèles particulièrement avancés, typiquement les grands modèles de langage qu'on est en train de développer actuellement. Ces modèles sont des boîtes noires. Ces modèles sont, en fait, ont des capacités émergentes qu'on ne comprend pas. Il y a certaines capacités dont on savait même pas que ces IA les avaient avant de les rendre disponibles au grand public. C'est une fois que le grand public a commencé à jouer avec et des spécialistes dans le grand public, vu que il y avait des capacités qu'on pensait pas nécessairement qu'elles avaient de base. La réplication dont je parlais est un bon exemple. On vient de découvrir actuellement que des modèles sortis il y a quasiment 1 an sont capables de réplication, ce qu'on pensait pas possible. Ce genre de modèles, il me semble qu'il faut vraiment urgemment les mettre en pause. Actuellement, ils ne sont déjà pas alignés. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas ce que l'humanité veut vraiment que ces modèles fassent, notamment ses propres concepteurs. Et donc ça me paraît important. Maintenant, une pause n'est pas suffisante. C'est-à-dire que petit à petit, au fur et à mesure des avancées de la technologie, ça va être de plus en plus facile de créer des modèles d'intelligence artificielle très puissants. Les clusters, la puissance informatique, le coût financier, tout ça va diminuer très grandement. Et des IA relativement puissantes vont être accessibles à de plus en plus de groupes relativement restreints. Et donc, à ce moment-là, ça me paraît vraiment... C'est pour ça que je pense qu'une pause est nécessaire, mais vraiment pas suffisante. Il faut une pause, mais il faut aussi, comme tu le disais, un investissement vraiment massif en sécurité. Aujourd'hui, c'est vraiment ridicule. On est à plus ou moins 1 pour 1000 de l'argent qui est investi dans les capacités, qui est investi dans la sécurité. L'ordre de grandeur n'est vraiment pas du tout le bon. Et donc je pense effectivement qu'un investissement massif en sécurité pendant la pause est vraiment nécessaire. Grosso modo, actuellement, il y a beaucoup des milliers de chercheurs qui travaillent sur les modèles de pointe. L'idée, c'est de prendre ces chercheurs et soit les faire travailler en sécurité, soit les faire travailler sur des IA spécialisées. Donc des IA qui ne sont pas générales comme on le fait actuellement, mais qui sont beaucoup plus spécialisées dans, par exemple, le diagnostic des cancers ou même, par exemple, essayer de retarder le processus du vieillissement, ce genre de choses, qui pourraient être des bénéfices très concrets pour la société, trouver de nouveaux matériaux, etc., sans que tous les risques dont on a parlé ici arrivent. C'est des risques qui sont très conscrits à l'intérieur des IA dites générales, à usage général. Là où finalement des modèles spécialisés ont quand même beaucoup moins de risques et pourraient avoir finalement beaucoup d'avantages sans nécessairement les inconvénients. Effectivement, je pense vraiment pas que c'est des scénarios qui sont opposables. Le fait d'une part de mettre en pause les capacités et de l'autre d'augmenter la sécurité, plutôt des choses qui vont très très bien ensemble. Aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un gouffre entre les deux et l'idée c'est faire
tout le possible pour diminuer ce gouffre en fait. Donc si on accélère, évidemment sur la sécurité, évidemment ça rattrape un peu. Si en même temps on met en pause, à un moment les courbes se rejoignent et puis on arrivera à retrouver une trajectoire qui est normale et sécurisée pour l'humanité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Pour aller un peu plus loin, je trouve assez spectaculaire dans notre partie du monde, enfin pas tout à fait la tienne, Shaiman, puisque tu es suisse, mais pour l'Union européenne, il y a une dépense d'énergie absolument gigantesque par rapport à la législation. Hein. Il doit y avoir des milliers de juristes qui travaillent sur l'AI Act. Et il n'y a pas d'initiative réellement, alors qu'il y a des moyens financiers tout à fait gigantesques, il n'y a pas d'initiative pour faire des recherches informatiques pour améliorer la sécurité et pour pouvoir appliquer les règles qui sont dans les AI Act. Pour un peu comme au final dans tes interviews, si tu étais devant toute l'Union européenne, qu'est-ce que tu leur dirais pour les inciter à déclencher quelque chose dans ce domaine-là? Ouais, je pense que c'est un discours qui revient vraiment très régulièrement. C'est le fait que si on était si l'Europe se mettait à investir massivement dans la sécurité plutôt que les capacités, on se ferait très largement dépasser par les États-Unis, par la Chine. L'Europe deviendrait une colonie chinoise en 2080 et le Zimbabwe de 2078. Je pense qu'il y a une incompréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle à ce niveau-là. C'est pas celui qui arrive à développer le premier l'IA de niveau humain qui a gagné. C'est le premier qui arrive à développer l'IA de niveau humain qui nous fait tous mourir, y compris ceux qui ont développé cette IA. Et ça, c'est peut-être un truc à comprendre que la plupart des gens n'ont pas compris visiblement dans ce genre de débat. Donc effectivement, ça me semble important, d'un point de vue de l'Europe, d'investir dans des technologies qui, comme je le disais, sont beaucoup plus spécialisées, qu'ont pas la plupart des risques qu'on a évoqués dans cet épisode. D'un point de vue purement compétitif, d'un point de vue purement économique, ça me semble aussi beaucoup plus intéressant parce que c'est vraiment très illusoire de croire que l'Europe, avec toute sa bonne volonté, peut vraiment courir derrière les États-Unis. Même la Chine a de la peine à le faire, quoi. Je veux dire, les États-Unis, c'est un marché qui est unifié. L'Europe, pas du tout. Ils ont une langue avec plein de citoyens. L'Europe, c'est pas le cas. Il y a juste des investissements complètement fous aux États-Unis par rapport à ce qu'il y a en Europe. Enfin, vraiment penser que on va juste pouvoir courir derrière et les rattraper un jour, ça me semble vraiment très très illusoire. Tandis que courir à côté avec des technologies différentes qui sont tout aussi utiles et tout aussi économiquement rentables, comme je le disais, des IA qui pourraient découvrir de nouveaux matériaux, d'autres pour le cancer, etc. Très utile pour le bien commun, ça me semble beaucoup plus réaliste économiquement dans la compétitivité et ça me semble aussi beaucoup plus bénéfique d'un point de vue des résultats qu'on va en retirer, et ça ajoute pas un acteur de plus à cette immense course qu'on est en train de faire. Et après, sur l'aspect sécurité, oui, c'est important que l'Europe investisse dans la sécurité, mais là, pour le coup, je trouve aussi que ça serait dommage, en fait, que les entreprises privées soient là en mode on fonce, on vire nos équipes d'éthique ou elles se barrent parce qu'elles en ont marre d'elles-mêmes, comme ce qui s'est passé ces derniers mois à OpenAI. Plus ou moins tout le monde se barre. Et puis que de l'autre côté, on investisse l'argent public pour faire de la sécurité, ça me semblerait pas être une solution vraiment appropriée non plus, quoi. Je trouve qu'il faudrait plus faire en sorte que ces entreprises privées aient l'obligation de beaucoup plus se soucier de la sécurité. C'est la norme dans toutes les industries, quoi. Je veux dire, on n'est pas en train d'investir massivement dans la sécurité de l'aviation en disant à Airbus, écoutez, fabriquez des avions qui vont le plus vite et le plus performant possible, et puis nous, le public, on s'occupera de la sécurité. Non, il y a juste des normes de sécurité. Si les entreprises ne les respectent pas, elles sont sanctionnées, et c'est plus ce genre de mécanisme-là qui me semble il faudrait mettre dans l'intelligence artificielle. C'est pas normal que des gens créent des avions qui pourraient détruire l'humanité entière et que ça soit aux contribuables de payer pour que ces avions ne soient pas dangereux, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a cette, on va dire, cette trajectoire plausible. Ce serait de voir des instituts donc de régulation qui se mettent en place à l'échelle nationale et internationale, si possible, ce serait mieux. Mais par exemple, comme la FDA en Amérique, en Europe, il y a certainement la même chose. Hein. C'est-à-dire que si je suis une entreprise qui fait des médicaments, je peux pas le mettre sur le marché demain en me disant voici une cure contre le cancer.
allez-y, prenez-la, et puis si jamais des gens meurent, je changerai la recette, quoi. En fait, il faut déjà faire des tests et tout ça. Il y a des et tout ce qui, en fait, on sécurise. Enfin, c'est plus difficile de vendre un sandwich que de fabriquer une IA générale, en fait. Il y a plus de règles là-dessus. Et donc, c'est un peu le monde qui danse sur sa tête. Bon, après, et en plus, on peut être pessimiste sur le fait que les États-Unis, c'est un pays assez libéral, enfin ultra libéral dans le sens économique du terme. Donc ils ont peur des gros gouvernements, on va dire. Avec Trump, je pense pas que ça va être mieux. Elon Musk, maintenant, c'est l'homme le plus puissant des États-Unis. Voilà. Et donc je sais pas ce que ça va donner. Historiquement, il fait partie des gens inquiets de l'IA, qui a participé aux premières conférences avec Nick Bostrom et compagnie. Il avait l'air d'avoir lu Super Intelligence, d'avoir compris les enjeux. C'est même lui qui a cofondé OpenAI dans une optique de sécurité. Bon, il y a eu clairement une ironie du sort là-dessus. Après, ouais, on verra ce que ça donne, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, est-ce que toi tu penses, par exemple, que parce que c'est un peu comme ça que l'humanité fonctionne, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se coince les doigts dans la porte pour savoir qu'il faut pas mettre les mains dans la porte. Est-ce qu'on va devoir avoir une catastrophe à petite échelle peut-être pour se dire finalement ces agents autonomes qui se répandent sur Internet, qui se multiplient, qui se dupliquent, qui sont plus intelligents que nous, il faut faire quelque chose. Et donc peut-être qu'il va falloir il y a un crash financier, peut-être que ça va être malheureusement des victimes, je sais pas, mais à un moment donné on peut craindre que ce soit la seule solution pour qu'on se réveille. Sur l'aspect des États-Unis libéral, je te fais d'accord avec toi. Après, je pense quand même qu'il y a des choses qui sont possibles. Par exemple, il y avait une loi qui finalement n'a pas été acceptée, le SB 1047. C'est quand même une loi vraiment importante, qui aurait pu changer beaucoup de choses dans le paradigme des risques dont on parle actuellement, qui est passé vraiment très proche d'être acceptée. Donc des choses sont possibles et il faudrait surtout pas rentrer dans une sorte de défaitisme a priori en mode mais c'est impossible, les États-Unis sont libéraux, ça va pas se passer comme ça. On peut être étonné d'à quel point des solutions extraordinaires sortent parfois de situations comme on les vit extraordinaires. Et l'aspect dont tu parles, est-ce qu'il faut avoir une catastrophe pour qu'on se rende compte de dans quoi on est embarqué et de qu'est-ce qu'il faudrait faire? Probablement. En sécurité de l'IA, il y a tout ce qu'on appelle le paradigme des warning shots, un tir d'avertissement, on pourrait dire peut-être en français, dans le sens où ça serait des sortes de petites catastrophes qui seraient assez grosses pour faire prendre conscience aux autorités et au peuple que effectivement il y a des gros risques et les gens en sécurité de l'IA pourraient dire quelque chose du genre on vous l'avait dit et maintenant voici ce qu'il faut faire. C'est un espoir qu'on peut avoir. J'avoue que je suis pas certain d'à quel point ça va fonctionner ou pas. Aujourd'hui déjà, on a des warning shots en fait. Amnesty International a accusé Facebook en disant que son algorithme a directement contribué au génocide des Rohingyas en promouvant des messages de haine. On a le VDM Institute qui publie toutes les années des études sur l'état de la démocratie dans le monde. Ça ne fait qu'empirer. On peut en tout cas attribuer une partie de cela aux algorithmes de recommandation et pourtant on ne fait pas grand-chose. D'un point de vue de la santé mentale, des jeunes, particulièrement des jeunes filles aussi, des deepfakes qui commencent à devenir de plus en plus convaincants. Il y a des gens qui se sont suicidés en discutant avec leur agent conversationnel, notamment une personne en Allemagne, il me semble, qui avait un peu de l'éco-anxiété, qui était particulièrement inquiète face au futur du réchauffement climatique et l'IA qui l'a convaincu que se suicider était la meilleure chose à faire. Ça devrait être des warning shots. Ça devrait être ça qu'on prenne en compte. Visiblement, on fait pas grand chose face à ça. Quand on voit le nombre de scandales qu'une entreprise comme Facebook a derrière elle, et que pourtant on continue à inviter le directeur scientifique de Meta, de Facebook, donc Yann Lequin, sur tous les plateaux télé en le présentant comme un grand scientifique et en disant pas un seul instant qu'il pourrait avoir un conflit d'intérêts et qui travaille directement, comme il le dit lui-même, à faire de l'évangélisation externe pour une des entreprises les plus dangereuses et nocives au monde. Ça annonce pas beaucoup de bon pour la suite et ça me rend peut-être plus sceptique que certains sur cette stratégie des tirs d'avertissement, malheureusement. J'ai publié récemment un post LinkedIn sur le fait que les IA pouvaient répliquer. Ça avait été démontré par une étude. Quand j'ai lu les commentaires sous ce post LinkedIn, vraiment, on est à 1000 lieues d'un réveil des consciences. Certaines personnes, oui, mais c'est vraiment terrifiant, certaines choses. On ne veut pas accepter que
oui, une par une, toutes les prédictions qu'ont fait les chercheurs en sécurité de l'IA deviennent réalité. Les gens ont vraiment un blocage psychologique là-dessus et ça va vraiment pas être évident de sortir de ça. Peut-être que pour le grand public, ça sera plus simple que pour les experts qui répètent depuis des dizaines d'années que c'est pas dangereux, qu'on va créer des IA sécurisées, etc. Le grand public a l'air beaucoup plus inquiet que certains pseudo-experts. Peut-être que ça, c'est un facteur d'espoir, mais c'est vrai que cette stratégie des warning shots, à la fois, j'ai envie de dire oui, c'est quand même un des espoirs qu'on peut avoir, et à la fois, on a quand même eu beaucoup de warning shots, et pourtant, on n'a pas fait grand-chose jusqu'à maintenant. Moi, j'ai l'impression que une des raisons de la non-perception, mais aussi du grand public, mais tant du grand public que des spécialistes, c'est que nous sommes à peu près incapables d'imaginer une intelligence artificielle qui nous dépasse et qui n'ait pas de conscience. Or, c'est pourtant ce qui est déjà la situation. Et moi, ce qui m'a impressionné durant c'est vraiment les dernières semaines, hein, c'est d'une part l'intelligence artificielle de notre ami, notre petit camarade Elon Musk, le Grok, qui maintenant fait des dessins, des représentations sans frein. Quand je compare à ce que je faisais il y a à peine un an, c'est une différence incroyable. Il y a eu également un article de Nature qui est d'il y a à peine un mois concernant la poésie, donc que la poésie faite par des intelligences artificielles, passée en fait encore par ChatGPT version 3, est considérée par les gens qui ne savent pas qu'ils ont affaire à de l'intelligence artificielle comme plus humaine que l'intelligence humaine. Donc pour moi, c'est spectaculaire à la fois l'avancée et donc comme tu le dis le fait que ça ne percole pas. J'aurais un avis un peu plus nuancé sur Facebook, mais c'est une autre question parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages à Facebook en termes de communication aussi. Mais maintenant, peut-être moi ma dernière question à moi, c'est donc dans un avenir très proche, février, il y a un grand sommet à Paris. Sommet de l'intelligence artificielle qui suit des sommets dont le premier avait eu lieu à Londres et le second à Séoul, qui suit des sommets. Et pour le moment, ça se dirige vers très peu de choses concernant les risques existentiels. Mais quand même, il y a des aspects. J'en ai encore lu il y a quelques jours. Donc je voulais avoir ton sentiment et plus exactement ton opinion sur ce que des gens comme les auditeurs et toi Gaëtan et moi on peut faire dans ce domaine-là. Donc pour donner un petit peu de contexte, effectivement en février 2025 il y aura un sommet à Paris, un sommet international. La plupart des leaders de l'intelligence artificielle seront là. Il fait suite à 2 sommets qu'il y a eu. Un premier en Angleterre qui s'appelait le sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle et qui avait permis des avancées significatives dans le domaine. Un deuxième qui avait eu lieu à Séoul qui s'appelait sommet sur l'intelligence artificielle. On avait enlevé le mot sécurité, c'était juste le sommet sur l'intelligence artificielle. Là où le premier en Angleterre s'appelait sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Et qui a quand même permis aussi des avancées importantes, bien que moins importantes quand même, je pense, que celui qui a lieu en Angleterre. Et là, le troisième qui va avoir lieu en France en février 2025 ne s'appelle pas sommet sur la sécurité de l'IA, ne s'appelle pas sommet sur l'IA, s'appelle sommet pour l'action sur l'IA. Donc vraiment, ça, je pense que c'est déjà un signe qui va vraiment dans la mauvaise direction. C'est-à-dire que plus les risques sont palpables, plus on avance en capacité, moins la sécurité est importante au sein des sommets. J'espère que ça va pas continuer sur cette courbe après celui en France. Et je pense que c'est aussi dû au contexte français qui est très largement influencé par Yann Lequin, la personne dont on parle depuis le début de l'épisode qui fait de l'évangélisation externe pour Meta. Et d'autres personnes en France, notamment des gens de Mistral AI, qui est une des principales entreprises start-up françaises en intelligence artificielle et qui ont une vision de l'intelligence artificielle comme étant pas du tout dangereuse et qui influent très très fortement sur les décisions publiques. Yann Lequin a un accès direct à Emmanuel Macron, il discute avec des gens comme Cédric O, qui est l'ancien secrétaire général sur l'intelligence artificielle, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui,
investisseurs dans Mistral AI, a fait du lobbying auprès de la Commission européenne notamment pour faire en sorte que la régulation européenne sur l'IA soit moins prise en compte. On a un contexte français qui vraiment n'est pas bon et qui ne va pas dans la bonne direction pour la sécurité de l'IA, clairement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce constat? La première chose à dire, c'est que il y aura beaucoup d'événements qui auront lieu en parallèle. On parlait de POSIA, ils vont organiser le forum des solutions pour une intelligence artificielle compatible avec l'humanité. Il me semble que c'est ça le nom complet, auquel tout le monde est invité. D'ailleurs, si j'y serai présent, si des auditeurs écoutent cela et veulent y participer, vous êtes les bienvenus. Vous avez juste à taper POSIA.fr et vous trouverez très certainement de quoi il s'agit. Il y a ça, mais il y a aussi beaucoup d'autres événements parallèles, dont certains auxquels je vais aller assister. Des organisations internationales qui se mettent en place pour la sécurité de l'IA. Ça fait plaisir. Il y a beaucoup de mouvements qui vont dans ce sens. Et au-delà de créer des événements en parallèle, je pense aussi qu'une des choses qu'essayent de faire les gens en sécurité de l'IA, c'est d'influencer finalement le sommet de l'intérieur pour qu'on parle beaucoup plus des enjeux de sécurité, justement. Il y a certaines organisations en France et à l'international qui essayent de rentrer en contact direct avec les organisateurs pour faire en sorte que quand même ce soit des questions qui soient abordées et qu'elles soient abordées de façon un petit peu sérieuse et pas à la façon où Yann Lequin pourrait le faire. Qu'est-ce que les gens concrètement qui écoutent cet épisode peuvent faire? Je pense que c'est déjà assister aux événements qui auront lieu en parallèle. Il y en a beaucoup. N'hésitez pas. Ça donne toujours de la force. Et puis sinon, peut-être participer aux prochaines manifestations qui sont organisées par Poesia, devenir bénévole dans ce genre d'association. C'est des choses qui peuvent effectivement faire une différence importante. Ok, très bien. En tout cas, oui, c'est vrai que tout ça, c'est important de le dire. De toute façon, le podcast là, il va sortir bien avant le sommet en France, donc les gens ont la possibilité de mettre ça sur leur agenda et de faire des actions. J'imagine aussi qu'ils peuvent contribuer financièrement s'il y a besoin. En tout cas, ouais, c'est l'intelligence artificielle, c'est probablement la technologie la plus critique de ce siècle, elle a le plus de promesses, mais aussi de dangers. Il y a beaucoup de gens qui comparent ça à des révolutions industrielles, mais on pourrait même aller plus loin en comparant ça à l'apparition de la vie ou de l'être humain, quoi, dans le règne animal. C'est un changement de paradigme et qu'on vive ça de notre vivant, c'est quand même étrange. En tout cas, la probabilité que ce soit le cas est très faible. Et pour moi, c'est bon aussi, j'ai pas trop d'autres questions. Je pense qu'on est arrivé à une conclusion assez logique à ce podcast. Juste peut-être si tu peux dire aux auditeurs où on peut en savoir plus aussi sur ce que tu fais et voilà, donner des liens et tout ça. Moi, je mettrai tout dans la description, mais pour ceux qui veulent en savoir plus. Ouais, tout à fait. Je me permets quand même d'insister sur ce que tu dis là. L'intelligence artificielle générale, la super intelligence artificielle sera très certainement notre dernière invention. Et je trouve intéressant de le voir comme ça. C'est-à-dire que soit c'est notre dernière invention parce qu'on finit, tout s'éteint et on ne pourra plus jamais rien inventer. Soit c'est notre dernière invention parce qu'elle est alignée avec l'humanité et qu'on n'aura plus jamais rien à inventer parce que ce sera elle qui le fera pour nous. Dans les deux cas, c'est une révolution anthropologique, géologique, je ne sais pas quel est le bon terme pour le qualifier, mais il faut se rendre compte d'à quel point c'est fou. Dans le négatif, si ça va dans ce sens, et par défaut, ça ira dans ce sens si on met pas plus d'accent sur la sécurité, mais autant dans le positif, si on met beaucoup plus d'accent sur la sécurité. Il faut pas non plus perdre espoir, c'est des choses c'est possible de résoudre ces choses. Il y a des choses qui sont faisables, c'est même probablement plus simple de résoudre ce genre de problème que par exemple le réchauffement climatique. C'est vraiment quelques milliers de personnes qui sont en train de causer ce problème. Si quelques personnes dans le gouvernement américain prennent vraiment conscience de ce qui se passe, c'est possible que des choses agissent très rapidement. Et comme je le disais avant, il faut pas négliger le fait que des solutions absolument extraordinaires puissent sortir de situations aussi extraordinaires que celles qu'on est en train de vivre actuellement. On a été relativement pessimiste dans cet épisode. Il faut pas oublier ce que disait Antonio Gramsci. Il faut allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté. Donc voilà, il y a des choses qui sont possibles et on va essayer de faire en sorte que ça aille dans la bonne direction. Oui, il faut toujours se rappeler que dans l'histoire des idées, dans l'histoire de la science, il y a eu des moments où on pensait qu'une chose était impossible et littéralement 24 heures après, ça a été fait, quoi. Par exemple, la fission de l'atome par Léo Szilard,
la veille, il y avait, je sais plus c'était qui, c'était un physicien assez renommé à l'époque. Il disait que bon, ça se ferait jamais, ou alors ça se ferait dans un siècle ou deux. Pareil pour les frères Wright. L'un des frères Wright disait que faire voler un engin plus lourd que l'air, piloté par un humain, ce serait quelque chose qui prendrait des décennies et des décennies. Il l'a fait l'année d'après. Et c'était la personne. Donc je me dis que aujourd'hui l'alignement, ça paraît être une discipline extrêmement compliquée. On se dit que c'est peut-être un problème où il faudrait mettre les meilleurs cerveaux de la planète pendant 50 ans dans un projet Manhattan et tout ça. Il y en a même qui pensent que c'est un peu comme malheureusement, ce serait comme le mouvement, la machine à mouvement perpétuel, c'est-à-dire c'est impossible, les lois de la physique le permettent pas. Mais peut-être qu'il y a des idées qui vont être découvertes, des angles, des approches qui nous paraissent impossibles aujourd'hui à concevoir, mais qu'un jour un génie va se réveiller, enfin un groupe de personnes, et ils vont craquer peut-être 90% du problème en une journée, quoi. On sait pas. C'est le genre de choses qui peut arriver. Ouais. J'espère très fortement, je croise les doigts pour que ce scénario advienne. En attendant, comme tu le disais, si les gens veulent s'informer là-dessus, je peux déjà les inviter à s'abonner à la chaîne YouTube de The Flares, sur laquelle ils sont probablement en train d'écouter cet épisode, qui est une chaîne qui fait très souvent des vidéos de vulgarisation excellentes sur le sujet. Félicitations pour ce que tu fais, Gaëtan. Sinon, mon podcast, notamment le Futurologue Podcast, qui est disponible en vidéo sur YouTube ou en audio sur toutes les plateformes de podcast, où j'essaye de creuser ce genre de sujet de façon qui reste quand même accessible pour la plupart des gens toutes les 2 semaines avec des experts et des expertes. Et sinon, ma chaîne YouTube, le Futurologue, sur laquelle j'ai pas énormément publié ces derniers temps, mais je suis en train de préparer des grosses vidéos, pratiquement des documentaires qui feront un petit peu un état des lieux de là où on en est dans l'intelligence artificielle, des dangers qui se présentent à nous et de l'avenir potentiel de l'intelligence artificielle. Donc si ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner à Le Futurologue, ma chaîne YouTube, et Le Futurologue Podcast, l'endroit où je fais les interviews. Et soyez aussi à Paris ou en ligne et durant les premiers jours, la première décade de février. Absolument. Un rendez-vous est pris.